Tin tức tiêu điểm xin kính chào quý khán thính giả. Chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Un hôtel est emporté en quelques secondes par des eaux déchaînées sous les yeux des habitants terrifiés. Cette vidéo que vous entendez a été prise par un témoin dans la vallée de Swat, dans le nord-ouest du Pakistan. Elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les pluies diluviennes qui tombent depuis mi-juin ont transformé les rivières en torrents qui arrachent tout sur leur passage. À Sokol, dans le Sindh, dans le sud du pays, des dizaines de villages ont été engloutis. Nadim est pêcheur, il passe ses journées sur sa barque à naviguer au milieu des habitations inondées. Beaucoup de personnes ne veulent pas quitter leur maison. Je leur apporte de la nourriture et je transporte ce qu'ils souhaitent d'un point à l'autre. J'emmène aussi les personnes malades à l'hôpital. La dernière fois que nous avons vu des inondations pareilles, c'était en 2010. Mais elles avaient été contrôlées en une semaine. Cette fois-ci, c'est incontrôlable. La pluie ne s'arrête pas. Un homme apparaît avec son fils à la porte de sa maison, les pieds dans l'eau. Que ferons-nous si nous quittons notre maison? Aller vivre dans les camps? Il n'y a rien de prévu là-bas. Le gouvernement n'a pas les moyens de nous aider. Une barque occupée par une dizaine de femmes et d'enfants navigue à quelques mètres. L'homme qui rame nous interpelle. Regardez, nous venons de secourir ces femmes et leurs enfants. Ils étaient pris au piège. Ils n'avaient rien à manger, rien à boire. Le gouvernement ne fait rien. Des milliers de kilomètres de routes ont été coupés par les eaux. L'armée intervient par endroits en hélicoptère. À l'hôpital civil de Dera Ghazi Khan, dans le sud du Punjab, le nombre de patients a augmenté de 70% depuis le début des inondations. Les cas de gastro-entérite ont explosé. Le docteur Dostali Bouzdar enchaîne les consultations. Comment allez-vous? Vous vous sentez mieux? Je vais prendre votre pouls. Non, j'ai toujours la diarrhée. Nous avons beaucoup de patients comme cette femme qui viennent des zones touchées par les inondations. Nous sommes inquiets concernant les risques de paludisme, de choléra et d'autres maladies dangereuses. Et il continue de pleuvoir au Pakistan. Le gouvernement est dépassé et a appelé à l'aide internationale. Sonia Ghezali, de retour de Sakar, Islamabad, RFI. La revue de presse internationale de ce jeudi 25 août, c'est avec Véronique Rigolet. Bonjour Véronique. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Et à la une de votre revue de presse aujourd'hui Véronique, l'ONU qui tire à nouveau le signal d'alarme face à la menace d'une catastrophe nucléaire à la centrale ukrainienne de Zaporijjia. Oui, depuis 6 mois, les mêmes scènes se répètent au Conseil de sécurité, nous dit le Süddeutsche Zeitung, avec hier encore les mêmes appels pressants d'Antonio Guterres au renforcement de la sécurité de la centrale de Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, tombée aux mains des Russes au printemps dernier, est désormais quotidiennement l'objet de frappes, laissant craindre, s'inquiète le Washington Post, une véritable catastrophe nucléaire. Un risque que la Russie semble en tout cas prête à prendre, estime encore le quotidien américain, alors que de son côté le Guardian avertit que les Russes ont même déjà élaboré un plan pour déconnecter la centrale du réseau électrique ukrainien, au risque, je cite, d'une défaillance catastrophique de son système de refroidissement. Selon les Ukrainiens, nous dit le quotidien britannique, les Russes bombarderaient ainsi les lignes qui relient la centrale au réseau, avec pour objectif de provoquer une urgence qui serait ensuite utilisée comme excuse pour déconnecter la centrale. Malgré les risques que représente une telle action, cela permettrait aux Russes de voler d'un coup jusqu'à 1/5 de l'électricité ukrainienne, nous dit de son côté le Washington Post, d'où l'urgence d'une inspection de l'AIEA réclamée par l'ONU, souligne encore le Süddeutsche Zeitung, qui explique que la Russie, pour l'heure, s'y refuse, prétextant, je cite, le manque de sécurité en raison des frappes ukrainiennes. La guerre en Ukraine, Véronique, qui pousse également le Japon à renouer avec l'énergie nucléaire 11 ans après la tragédie de Fukushima. Oui, c'est un retour spectaculaire à l'énergie nucléaire, titre le Japan Times. C'est la menace de panne d'électricité qui pousse ainsi le gouvernement à redémarrer toute une série de réacteurs à l'arrêt depuis la catastrophe de Fukushima et à envisager également la construction
construction de réacteurs nucléaires de nouvelle génération, note l'Asahi Shimbun. Objectif, que le nucléaire représente 20 à 22% de l'approvisionnement en électricité du pays à l'horizon 2030. Rapporte encore le Japan Times, pour qui ce changement de politique majeur risque bien de heurter une partie de la population. La peur du manque d'énergie pourrait être néanmoins plus grande que la peur d'un autre accident nucléaire, nous dit de son côté le South China Morning Post, le quotidien de Hong Kong, qui cite d'ailleurs un sondage effectué en juillet dernier au Japon et qui révèle que 74% des Japonais seraient désormais favorables à une reprise des activités des centrales nucléaires. Aux États-Unis, Véronique, le président Joe Biden efface lui en partie la colossale dette étudiante. Après des mois de débat à la Maison-Blanche, le président Biden tient ainsi l'une de ses promesses phares de campagne, explique USA Today, qui estime que cette mesure pourrait bénéficier à quelques 43 millions d'Américains qui détiennent une dette, écoutez bien, de prêt étudiant fédéral qui avoisine le $1,5 milliard de dollars. Une aide qui va soulager des milliers d'étudiants et qui pourrait également donner un coup de pouce aux démocrates avant les élections de mi-mandat au Congrès, note de son côté le New York Times, à moins. Insiste le quotidien que cette mesure ne divise ceux qui trouvent que le montant est trop ou pas assez élevé. Dans le camp républicain, en tout cas, la mesure est d'ores et déjà dénoncée comme étant fiscalement irresponsable et injuste pour des millions d'Américains qui n'ont jamais fréquenté l'université et n'ont donc jamais emprunté, rapporte de son côté le Washington Post, le quotidien qui met en avant que même certains économistes proches des démocrates, comme Jason Furman, l'ex-conseiller éco de Barack Obama, redoutent que cet allègement de la dette n'aggrave l'inflation en donnant aux consommateurs plus d'argent à dépenser. Enfin, Véronique, la fusée qui est déjà sur le pas de tir à Cap Canaveral en Floride, où la NASA s'apprête à retourner sur la Lune. 50 ans après le dernier vol d'Apollo, une nouvelle ère d'exploration lunaire s'ouvre avec le lancement prévu lundi prochain de la mission Artemis, rapporte le Temps. C'est la fusée la plus puissante du monde, 98 mètres de haut, détaille le Washington Post, qui explique qu'Artemis aura pour mission ce lundi d'envoyer une capsule d'équipage vide sur orbite lunaire, car il s'agira d'un vol d'essai de répétition avant, si tout se passe bien, d'envoyer des astronautes fouler à nouveau la Lune en 2025, et avec parmi eux une personne de couleur et une femme, se félicite El País, une astronaute dont le petit pas lunaire, nous dit le quotidien espagnol, fera faire un bond de géant pour l'autre moitié de l'humanité. Merci Véronique Rigolet, c'était la revue de presse internationale sur RFI. RFI Midi. Et dans RFI Midi, maintenant, c'est la revue de presse internationale. Bonjour Véronique Rigolet. Bonjour Florent, bonjour à tous. Et on va bien sûr revenir sur l'inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, qui a donc été déconnectée hier du réseau électrique ukrainien. Oui, c'est comme le fait valoir le Frankfurter Allgemeine Zeitung, la situation reste opaque dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, occupée par les Russes, mais toujours administrée par les Ukrainiens. La certitude, c'est que la poursuite des combats met la centrale et une grande partie de l'Europe en danger, nous dit le Guardian. Dès hier, le quotidien britannique mettait d'ailleurs en cause la volonté des Russes de causer un incident en bombardant les lignes qui relient la centrale au réseau ukrainien. Et de fait, on a frôlé la catastrophe nucléaire, souligne de son côté le Washington Post, avec la déconnexion complète de la centrale hier pour la première fois en 40 ans de fonctionnement. Et Washington de mettre en garde la Russie contre toute tentative de détourner l'énergie nucléaire ukrainienne, note encore le Post, alors que de son côté, le quotidien russe Commerçante évoque également la volonté des autorités pro-russes de, je cite, réorienter la puissance des centrales nucléaires vers la Crimée et vers les territoires contrôlés par la Russie. Une mission de l'AIEA est toujours en cours de négociation, rapporte encore le Guardian. Les inspecteurs pourraient arriver d'ici à la fin du mois. Note de côté le Frankfurter, une mission qui devient extrêmement urgente, appelée hier le président Zelensky. Avant, a-t-il dit que les occupants russes ne portent la situation à un point de non-retour. Et alors que cette guerre en Ukraine entre dans son 7e mois, Vladimir Poutine veut renforcer l'armée russe.
Le président russe qui semble se préparer à une longue guerre en Ukraine, nous dit le New York Times, et qui a donc décrété hier une augmentation de 137 000 soldats supplémentaires pour porter à plus d'1 million le nombre de combattants en janvier prochain. Et voilà qui montre surtout les difficultés sérieuses que traverse Moscou dans son offensive en Ukraine. Commente encore le quotidien américain, avec une absence de mouvement sur le front et surtout des pertes gigantesques, jusqu'à 80 000 morts, disparus ou bien encore blessés, selon les responsables américains. Et déjà dans de nombreuses villes russes, rapporte de son côté le Times, des affiches invitent les hommes âgés de 18 à 59 ans à s'engager dans l'armée pour, je cite, défendre la patrie, avec à la clé la promesse d'une solde d'environ 4 300 € par mois. C'est 5 fois le salaire moyen en Russie, note encore le quotidien britannique. La revue de presse internationale nous conduit maintenant, Véronique, en Espagne. Les députés ont durci hier la législation contre le viol. Oui, c'est une étape historique, se félicite El País après l'adoption donc hier par le Congrès de la loi intitulée « Seul un oui est un oui » et qui introduit l'obligation d'un consentement explicite. Les femmes n'auront plus à démontrer qu'il y a eu violence ou intimidation lors d'une agression pour que cela soit reconnu comme une agression sexuelle, explique de son côté El Mundo. Une loi qui intervient 6 ans après qu'une jeune femme ait été violée dans un hall d'immeuble par 5 hommes lors des fêtes de Pampelune, rapporte de son côté le New York Times, et parce que la victime, filmée par ses agresseurs, apparaissait immobile et les yeux fermés, ces derniers avaient dans un premier temps échappé à une condamnation pour viol, explique encore le Times, déclenchant un tollé et des manifestations dans toute l'Espagne. Avec cette loi, en tout cas, Madrid rejoint ainsi des pays comme le Canada, la Suède et le Danemark qui ont également adopté une loi similaire sur le viol et le consentement. Salut le Times. Enfin, Véronique, au Japon, les funérailles nationales prévues le mois prochain pour l'ex-premier ministre Shinzo Abe font polémique. Oui, abattu en juillet dernier alors qu'il prononçait un discours de campagne, Shinzo Abe continue à susciter la controverse. Une pétition circule dans tout le pays pour s'opposer à des funérailles nationales. Et le week-end dernier, plus de 1000 personnes ont même manifesté à Tokyo, rapporte l'Asahi Shimbun, qui souligne sobrement que les Japonais sont, je cite, divisés sur l'héritage politique d'Abe, ses réalisations et les scandales dans lesquels il a été impliqué. Selon un récent sondage, 56% de la population rejette ainsi ses obsèques qui coûteront 250 millions de yens, près de 2 millions d'euros, note de son côté le Japan Times, entièrement prise en charge par le gouvernement qui a invité plus de 6000 personnalités, parmi lesquelles Barack Obama, Kamala Harris ou bien encore Emmanuel Macron, qui prévoit d'assister à ces funérailles, nous dit encore l'Asahi Shimbun. Merci Véronique Rigolet, c'était la revue de presse internationale.